Eh ben merci, merci d'être là ce matin. On l'a vu, hein, le mot hyper, fragmentation, hyper choix. Ça peut aussi être une opportunité, soit tu le dis ce matin d'ailleurs dans The Media Leader, c'est une opportunité incroyable, cette richesse. Mais aujourd'hui, il va falloir, comme on dit, on va le dire, ranger sa chambre. Et ça, on va en parler dans un instant ensemble. D'abord, sur cette fragmentation, aujourd'hui, comment... Toi, côté agence, qui est aux avant-loges du contact avec les annonceurs, tu gères cette fragmentation, parce que c'est en même temps une grande richesse, mais c'est, on peut imaginer, un petit casse-tête au quotidien aussi. Hein. La fragmentation, c'est une opportunité dans un premier temps, parce que c'est l'illustration du dynamisme aussi de ce marché. Et on sait que dans un marché, quand il y a du dynamisme, quand il y a des alternatives, c'est plutôt une richesse, c'est plutôt des opportunités. Il y a des opportunités en termes d'offres, d'inventaire, en termes d'audience. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont la possibilité de proposer à la fois des audiences assez puissantes, avec des possibilités de ciblage très granulaires, des expériences publicitaires aussi qui sont beaucoup plus premium, de plus en plus premium. Ça va plutôt dans le bon sens. On voit que, notamment par rapport à la VOL historique, il y a un standard qui s'instaure autour du grand écran. Si on prend la part d'audience du grand écran sur les principaux acteurs, on voit par exemple que YouTube, c'est 40% à peu près du grand écran, que sur la SVOD, on est aux alentours de 70-80%. Sur la BVOD, on est aussi à 70%. Donc voilà, c'est le nouveau visage de la télé. Et ces alternatives, cette fragmentation, c'est une richesse parce que le marché bouge, parce qu'on voit aussi que la télé linéaire, elle évolue. Il y a aussi des audiences qui sont challengées. Et donc, c'est des opportunités de repenser les stratégies vidéo et d'aller chercher du reach incrémental pour les annonceurs. Et on sait que le reach, c'est le business. Et donc, forcément, c'est nécessaire de transformer nos approches pour maintenir, voire optimiser la performance. Donc, c'est de la puissance, des opportunités pour les annonceurs d'aller aussi chercher des publics qu'on a peut-être parfois un peu plus de mal à trouver. On pensait que l'écran TV allait mourir avec l'arrivée du smartphone, mais en fait non, il n'a jamais été aussi présent dans le foyer notamment, puisqu'aujourd'hui il permet des expériences incroyables, des expériences de divertissement, mais des expériences publicitaires. Aujourd'hui c'est un événement, enfin un événement pour le marché pub en tout cas, pas forcément pour le spectateur qui va devoir avoir de la publicité désormais sur Prime Video. Nicolas, merci d'être avec nous. Tu es directeur des relations agences chez Amazon Ads. Aujourd'hui, c'est le lancement de votre offre publicitaire sur Prime Video. Vous avez pris les choses très différemment des autres plateformes SVOD qui ont créé des nouvelles offres avec publicité moins chères. Vous avez pris les choses inverses. C'est que l'ensemble des abonnés à Prime Video, je crois que c'est 9 millions de personnes en France, ont accès automatiquement à la pub. Et si on veut pas de pub, il faut payer. C'est ça, hein. Alors on a un petit problème de son, je ne sais pas s'il peut être réglé là-haut en régie. Quand les micros sont un peu proches. Voilà. Alors déjà, les 9 millions, c'est l'estimation qu'on fait des abonnés qui auront accès à la publicité. En fait, l'audience de Prime Video, il y a des chiffres médiamétrie. Sur ces éléments-là, on est au-delà de 12 sur les consommateurs de Prime Video qui sont eux-mêmes des membres Prime. Donc en fait, on a une approche un peu différente sur laquelle on a communiqué, puisqu'en fait, l'accès à Prime Video est compris dans un abonnement qui est Prime, qui est multi-service, donc la livraison, Audible. Et en fait, on a considéré que la mise en place de publicité en fait était possible dans la mesure où le service offert de manière globale était au-delà de l'abonnement uniquement sur Prime Video. D'où le modèle un peu différent. L'idée étant aussi de proposer une audience large en termes de couverture et de possibilité de ciblage dès le premier jour en fait pour les agences. Donc du coup, vous arrivez avec un parc important. Qu'est-ce que ça change, Souad, à l'arrivée d'Amazon sur cette offre d'SVOD avec publicité, on va dire ?
Alors oui, en effet, Amazon arrive avec une offre qui est assez prometteuse, puisque déjà une audience installée, donc ils n'arrivent pas en créant une nouvelle offre avec publicité sur laquelle il faut créer un usage. Donc il y a une solution de puissance instantanée qui est intéressante. Et puis c'est un ciblage très granulaire et c'est de la data transactionnelle. Je parlais tout à l'heure de business, c'est un peu dans les stratégies de communication et vidéo, c'est aussi un peu le Graal. Donc la data transactionnelle pour les annonceurs endémiques notamment et fédère pas mal. Donc on en parlera tout à l'heure. Les grandes plateformes, notamment les plateformes de broadcasters, ont aussi des partenariats avec l'ensemble des retailers, c'est ça. Qu'est-ce que ça change, celle d'Amazon, en fait? Et ensuite, il y a cette approche de mesure aussi, notamment avec AMC, qui permet de mesurer l'incrément en termes de performance, d'ailleurs, qu'on soit un annonceur endémique ou non endémique. Donc en ça, c'est assez prometteur. Maintenant, il va être très intéressant de voir comment ce lancement va continuer dans la pérennité. Est-ce que on va passer ce step de l'innovation, d'être le premier, ou est-ce qu'on va s'inscrire dans des stratégies plus pérennes? Et surtout, on a des lancements aussi qui se font avec de la mesure AMC, donc cette fameuse mesure qui permet de mesurer l'impact du business dans l'écosystème d'Amazon. Donc on va aussi forcément regarder l'efficacité média et l'efficacité business. Et donc ce qui, voilà, au-delà on va dire du coût de communication et du lancement, ça va être intéressant de voir si Amazon transforme l'essai sur ces enjeux-là. Comment cette offre d'Amazon, elle s'inscrit par rapport à celle de Netflix, celle de Disney+, où on a maintenant un peu plus de recul. On a aussi évidemment YouTube aujourd'hui et puis également les grandes plateformes comme TF1+, M6+ bientôt, etc. Comment ça s'inscrit cette offre d'Amazon? Est-ce que ça va rester très confidentiel en termes d'investissement ou c'est quelque chose qui peut s'imposer? C'est clairement l'enjeu de ces acteurs de la SVOD. C'est un enjeu de développer leurs audiences. De passer un effet d'échelle, clairement, de sortir de cette position dans les stratégies qui nous permet de jouer la complémentarité ou un positionnement un peu de niche sur un contenu spécifique. Donc il y a un enjeu de puissance pour avoir un rôle un peu plus majeur dans les stratégies vidéo. Et puis ensuite, c'est comment ils vont pouvoir aussi nous proposer des approches un peu plus sur mesure sur le contenu, au-delà du sponsoring, des intégrations un petit peu plus spécifiques dans le contenu. Placement de produits, on pensait à Emily in Paris par exemple. Exactement, ce qu'on a fait avec McDonald's notamment, où on a pu avoir du placement de produits sur Emily in Paris à l'époque. Donc c'est ce type d'approche aussi qu'on espère voir se développer. Et ensuite, il y a évidemment d'autres sujets sur avoir des possibilités de ciblage plus granulaires et forcément un sujet qui est clé, qui est autour de la mesure et de pouvoir mesurer également ces acteurs comme on peut le faire aujourd'hui avec les acteurs de la BVOD. Nicolas, aujourd'hui, là, le lancement se passe bien là en France. C'est-à-dire, est-ce que les annonceurs, comme on a lu ce matin dans le Figaro, est-ce qu'ils ont afflué? Est-ce que vous savez plus quoi en faire? Comment ça se passe? J'ai entendu les stats tout à l'heure de Philippe. Il y a quelques personnes qui ont fait ça chez nous aussi. Dans le lancement, se passe bien. Après, il sera progressif parce que tout le monde se lance pas aujourd'hui. C'est de la curiosité ou c'est vraiment quelque chose est-ce qu'il faut... C'est the place to be aujourd'hui, comme on a fait avec Netflix, etc. Je pense qu'en partie ça joue. Après, comme le disait Swad, on a la chance déjà de travailler avec beaucoup de marques sur les solutions publicitaires, qu'elles soient commerce ou programmatiques ou Twitch, qui est aussi une plateforme vidéo. Et en l'occurrence, on a beaucoup d'annonceurs qui nous ont fait confiance et qui ont étendu les investissements, parce que au-delà de la fragmentation, c'est plutôt une opportunité de convergence sur ces sujets-là entre des annonceurs qui travaillent tout le funnel de conversion et qui du coup rajoutent en fait de la vidéo maintenant à ce qu'ils faisaient déjà. Donc le nombre d'annonceurs actifs en lancement est assez élevé. Il est de combien en France? Vous le dites pas? On le dit. Alors on est entre nous là, franchement, il n'y a personne.
Disons que sur le top 100 annonceurs, on risque d'en voir beaucoup sur le premier trimestre et une bonne partie déjà sur le premier mois. Sur les annonceurs endémiques, on travaille déjà de manière très large avec les annonceurs, donc on devrait les voir assez vite sur Amazon. Ça va être quoi l'expérience publicitaire sur Prime? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y aura des coupures? Comment vous l'intégrez en fait? Ça, c'est un vrai enjeu aussi, on en parlera aussi. Hein. Alors, pour le coup, il y a beaucoup de sujets de complexité d'opération. Sur la partie publicitaire, on est sur des choses qui sont les normes du marché. Donc, on aura des coupures publicitaires avec des formats vidéo, des durées de spot en fait qui s'adaptent aux clients et en pré-roll et en mid-roll, avec un maximum de publicité qui est monitoré. Donc, on n'aura pas plus de 3 minutes 30 de pub par heure. Ce qui, sur les programmes, veut dire sur un programme, puisqu'on a beaucoup de programmes en long format. Et voilà, donc ça sera son on, format publicitaire. L'idée étant que les annonceurs utilisent les spots qu'ils ont déjà et puissent les programmer eux-mêmes, puisqu'en fait c'est beaucoup de self-service. Alors, on en parlera également dans un instant sur les modes d'achat qui simplifient pas les choses. Juste une autre question, on en parlera tout à l'heure avec Laurence sur Médiamétrie. Vous en êtes où, vous, Amazon? Vous êtes déjà dans le BARB, qui est Médiamétrie au Royaume-Uni, en Angleterre. Vous l'avez souscrit. Est-ce qu'en France, vous allez y aller, Amazon? Sur la mesure de contenu, oui. Oui. On a des discussions en cours, on a des choses qui sont en train de se faire. Comme ce qui était dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de sujets qui sont compliqués parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse aussi scaler les développements sur Prime par rapport à ce qu'on doit faire en Angleterre, en Allemagne, en Italie, sur beaucoup de pays. Donc il y a des sujets qui prennent un peu de temps, mais l'idée sur Prime Video, c'est qu'on puisse, nos clients puissent évaluer leurs mesures par rapport à quelque chose d'ouvert et de comparable avec les autres acteurs. Donc la ligne d'horizon, c'est de pouvoir être mesuré d'une manière, sur les contenus, sur une manière publicitaire par des choses, par des tiers. Est-ce que les annonceurs l'exigent et les agences l'exigent aujourd'hui d'être mesurés par un tiers de confiance, d'avoir une mesure certifiée? Je pose la question à Nicolas, mais je pose la question aussi. Je poserai la question à Augustin aussi et à Souad aussi. Est-ce que c'est une exigence, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un annonceur qui va dire, ou une agence qui va dire, on n'y va pas si on n'a pas de mesure? Oui, il y en a. À partir du moment où on a une promesse de complémentarité par rapport à ce qui est déjà fait, en l'occurrence, il faut qu'elle puisse travailler. Donc c'est pas nous, on va pas pouvoir le faire seul. Après, c'est pas 100% des cas, puisqu'on a quand même beaucoup de clients qui cherchent de la performance marketing. Donc pas forcément un sujet de couverture, mais au final, en fait, quels vont être les résultats sur Amazon ou ailleurs, sur leur circuit de distribution. Et s'ils arrivent à monitorer ou à mesurer des résultats business, ça peut suffire. Donc on a des cas où ça sera la mesure du business qui fera foi. Parce qu'en fait, on travaille avec des annonceurs importants, mais aussi avec des annonceurs avec des budgets limités qui opèrent leur campagne eux-mêmes et veulent voir des effets directs sur les ventes sans forcément regarder des sujets de couverture ou de performance média, en fait. Alors ma question, elle était plutôt autour des grands annonceurs mondiaux. Soit est-ce qu'aujourd'hui, il y a des annonceurs qui disent « No way, moi j'y vais pas si j'ai pas de mesure ». C'est clé. Je pense qu'il est important que ce marché se structure, s'organise autour d'une mesure commune, autour d'une mesure holistique. C'est pas, clairement, c'est pas nice to have. Je pense que c'est un prérequis. C'est comme ça qu'un marché sain fonctionne. C'est vers quoi il doit aller. Alors aujourd'hui, oui, c'est compliqué parce que les acteurs sont récents, sont nouveaux, s'installent. Mais il ne faut pas que ça dure. Il faut qu'on se structure mieux et qu'on ait une définition du contact qui soit unifiée, qui soit la même d'ailleurs entre la télé linéaire et les acteurs du streaming, et qu'on ait peut-être aussi ce qui va suivre une monnaie commune et une mesure collective aussi. C'est important. Alors les protocoles communs, les normes communes sont extrêmement importantes. Je vais poser la question à Augustin Decré d'Index Exchange. L'expérience publicitaire est extrêmement importante, d'abord pour faciliter, et on en parlera aussi avec Souad, les modes d'achat. C'est un peu le handicap de Amazon, c'est que vous êtes connecté il n'y a qu'un seul DSP pour acheter. Les autres se sont interconnectés, on en parlera avec Souad. Mais d'abord, ces normes communes sont extrêmement importantes pour l'expérience publicitaire, l'expérience d'achat. Attention, je ne vais pas parler d'Amazon. Donc c'est une petite parenthèse. Non, c'est très important. On a besoin d'un langage commun, c'est-à-dire que, et notamment en programmatique OpenRTB, c'est du real-time bidding, c'est-à-dire qu'on a une contrainte, c'est le temps. Là, il faut que les enchères soient passées, que tout le monde ait répondu, c'est qu'on ait toutes les informations avec une multitude d'acteurs.
Quand le programmatique a été lancé en début, dans les années 2000-2010, il n'y avait pas de... Ah. Voilà, alors il faut pas tenir le micro, voilà, comme ça. Comme ça, c'est bon? Ouais, c'est bien. Bon. Et il n'y avait pas de langage commun. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine défiance entre le buy-side et le sell-side. D'un côté, les annonceurs avaient besoin d'une multitude d'informations. On voulait optimiser le ciblage. Plus je peux avoir des informations sur la personne que je vais cibler, mieux je vais pouvoir proposer une publicité, etc. etc. Et de l'autre côté, il y avait une défiance des groupes médias. Vous voyez, un petit bruit. Ouais, on va éteindre les autres micros si possible en régie. Voilà. Et donc il y avait une défiance, et au lieu de proposer de la transparence, les sites par exemple de news mettaient je suis un site de news. Mais il y a une grosse différence entre l'Humanité et le Figaro. Les annonceurs ne sont pas les mêmes. Donc l'ensemble de l'écosystème a décidé de créer un protocole d'échange commun, un langage commun, et s'appelle l'OpenRTB. Ça apporte de l'efficacité et de la transparence. Ce protocole a été créé au départ pour la bannière, pour les pages web, et il n'était pas du tout adapté en fait à la télévision et au TTV. Par exemple, il y a des nouveaux signaux. Il y a des signaux liés à la chaîne, au programme, au genre, à la notation, qui n'est pas intégrée dans l'échange et dans le langage. Donc on a adapté ce protocole avec l'IAB Tech Lab début 2022 pour qu'ils prennent en considération l'ensemble des signaux liés à la télévision. Il y a un deuxième élément qui est très important, on parle d'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur aujourd'hui en CTV, elle est assez mauvaise. On a très souvent la même publicité. On va être honnête, hein, je pense qu'on a souvent cette même publicité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas intégré cette notion d'adpodding, de coupure publicitaire. Alors tout à l'heure, Virginie en parlait, l'adpod, c'est une notion très importante, pouvoir répliquer l'expérience publicitaire télévisuelle au sein de la Connected TV. Maintenant, grâce au nouveau protocole, on est capable de choisir l'emplacement au sein de la coupure publicitaire. On peut choisir la coupure publicitaire. Et dans une coupure publicitaire, on peut choisir aussi la durée, etc. etc. C'est adopté cette nouvelle norme, la OpenRTB 2.6. Elle est adoptée par qui? Je sais pas, Amazon, vous l'avez. Comment ça se passe? Oui, c'est une très bonne question. Très peu. Elle est adoptée, donc elle a été lancée en 2022. Elle évolue. On a fait évoluer le protocole. Il y avait des notions de floor à la seconde. Maintenant, il y a des notions de floor sur la durée. Les principaux acteurs l'ont adopté. Les principaux SSP, les principaux DSP. Mais on est quand même, en termes d'adoption, on est à moins de 20%. C'est pour ça que l'expérience utilisateur n'est pas optimum. Il y a un élément qui est très important. Il y a deux choses pour lesquelles moi je l'adopterai en tant que tech et éditeur ou annonceur. Premièrement, l'expérience utilisateur. C'est impossible d'avoir la même publicité encore et encore. Toujours, l'expérience, elle est complètement dégradée. On a besoin de limiter le temps de la publicité. On sait qu'on peut choisir dans le pod des pubs jusqu'à 60 secondes, et on sait que l'adoption et l'engagement, il n'est pas très bon. Dans l'étude que FreeWheel va partager, ils disent qu'il faut mixer les publicités. On ne peut pas mettre la publicité toujours à la même position dans le sein, au sein du pod, et il faut diminuer la période de la longueur de la pub. Dernier élément, pour des raisons de durabilité. Avant, on envoyait autant de requests qu'il y a de publicité. Maintenant, on envoie une seule request pour un adpod, même s'il y a 10 pubs dans un adpod. Donc on va réduire considérablement. On a fait une étude avec The Trade Desk et Publica, l'empreinte carbone des enchères, on réduit de 84%. Donc pour ces deux éléments, l'expérience utilisateur et pour la durabilité, il faut l'adopter. Et pourquoi elle est si peu adoptée pour l'instant? Quels sont les blocages? C'est cher? Comment vous êtes rémunérés? Enfin, comment sont rémunérés ceux qui mettent au point cette norme? Non, c'est pas cher, mais ça demande quelques développements, ça demande une compréhension du marché, ça demande une volonté aussi d'aller vers la CTV. Tous les acteurs de la tech ne sont pas forcément capables d'aller vers la CTV. Ça demande un peu d'adoption, etc. Donc non, il faut faire la promotion. Ça passe par tous les acteurs. On est au début de l'histoire. Hein. Aux États-Unis, la CTV, c'est une explosion. On fait nous plus de 50% de croissance year over year aux États-Unis sur la CTV. Donc c'est colossal. On est sur un marché émergent en Europe. Les offres de TF1, d'M6 sont arrivées en début d'année. On est en train de construire cette offre. Donc il faut l'adopter, oui, c'est sûr. Laissons-nous un peu de temps. Chez Amazon, vous avez quoi comme norme? C'est-à-dire l'expérience utilisateur, notamment l'adpodding, etc. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez bossé
C'est des sujets qui sont travaillés. Enfin, tu le disais, c'est un sujet qui est en développement très fort aux États-Unis. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ne sont pas forcément ici, parce que, enfin, c'est bien de le rappeler. Il y a beaucoup d'œuvres qui se sont lancées, qui sont annoncées entre septembre, lancées en janvier, lancées maintenant. Donc, on est quand même sur des temps très courts. Même si le digital va vite, enfin, les temps de développement, que ce soit sur les études tiers ou sur des sujets techniques, prennent parfois quelques mois. Et puis, il faut que les annonceurs et les agences soient prêts aussi, non ? Il faut que les agences ou les annonceurs soient prêts, il faut qu'on regarde le coût et effectivement en fait la pertinence. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que les sujets sont dans les cartons, je pense, pour beaucoup, ou en tout cas au-delà des cartons, les cartons étaient déballés et en fait maintenant il faut les aboutir. Donc je pense que 2025 sera quand même une année sur laquelle il y aura un shift assez fort sur des standards, sur des études, sur beaucoup de choses qui vont être lancées et que les projets sont un peu en cours. En attendant de voir si on peut les mettre en place. Mais nous, en tout cas, sur les sujets qui sont scalables, et là, c'en est un, les sujets qui sont mondiaux et qui, en fait, vont pouvoir améliorer l'expérience publicitaire ou utilisateur sur tous les marchés, on y réfléchit, on y travaille pour avancer. Ouais. En conclusion, Souad, deux choses. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui les annonceurs sont prêts à franchir le pas? Est-ce que les acteurs sont prêts à franchir le pas pour cette expérience? Et puis la deuxième question, c'est aujourd'hui les modes d'achat, on n'en a pas parlé. Cette fragmentation, c'est aussi un casse-tête, puisqu'à un moment, est-ce qu'on ne peut pas avoir un DSP unique? Amazon, par exemple, a son propre DSP, il n'est pas interconnecté. Est-ce que tout ça, c'est des freins, globalement? L'expérience d'un côté, l'expérience publicitaire et les modes d'achat. Alors sur l'expérience, on sera prêt, on est prêt. Tout ce qui amène à une meilleure pratique publicitaire, à une meilleure efficacité, une meilleure productivité aussi média, on le soutiendra forcément et on va même driver ce type d'approche. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'expérience publicitaire, il y a aussi des sujets de productivité média, c'est-à-dire que et d'impact aussi sur la marque. Donc quand vous avez une publicité qui est répétée plusieurs fois, ou qui est pixelisée, pixelisé, et ben ça a un effet totalement inverse en termes d'impact sur l'image de la marque. Donc c'est contre-productif. Et deux, quand on sait que quand on sature au niveau de la répétition, et bien tous les contacts délivrés au-delà, c'est des contacts inutiles. Donc c'est de l'argent dépensé jeté par les fenêtres dans un sens. Donc clairement, il faut qu'on travaille à des approches beaucoup plus qualitatives, avec des expériences publicitaires qui soient beaucoup plus normées là-dessus. Et sur les risques aussi de cette fragmentation qu'on voit dans cet écosystème, oui, ils sont aussi existants. C'est un peu tout le paradoxe de ce qu'on vit en ce moment. C'est extrêmement riche, c'est extrêmement excitant et en même temps, c'est d'une complexité folle. C'est quand on voit l'ensemble des acteurs, la diversité des acteurs, des positionnements, des types de ciblage, des types de positionnement pris. Je ne sais pas si vous... La vie est dure pour les traders, c'est ça. La vie est compliqué pour les planeurs et pour les traders, c'est sûr. Il faut savoir appréhender l'ensemble de ces acteurs, ne pas comparer des choux et des carottes. Donc ça nous conduit à mettre en place aussi des approches qui prennent en considération l'ensemble des variables d'une offre et de l'ensemble des variables d'efficacité des acteurs. Et puis, oui, c'est intéressant, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup il y a une offre riche et en même temps, elles n'ont jamais été aussi fermées sur elles-mêmes. Il y a YouTube qui est historiquement dispo exclusivement sur DV, Netflix est fait sur Xandr, Amazon sur AAP. BVOD, elles sont plus ouvertes, c'est sûr. Disney a une stratégie plus ouverte aussi et s'est lancé sur plusieurs plateformes. Mais imaginez que voilà, pour faire un plan Netflix, DV, TF1+, YouTube, Amazon, voilà, il faut 3 DSP, c'est pas possible. Donc c'est aussi des usines à gaz opérationnelles qui sont compliquées et ça ne facilite pas non plus, je trouve, le développement du marché. Donc il faut, c'est un peu un appel aussi, c'est s'ouvrir beaucoup plus, notamment d'un point de vue des plateformes, pour faire bénéficier de tout le potentiel de croissance de ce marché à tout le monde. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup à vous trois.